Et on démarre format. Et on démarre format. Un autre format. Bienvenue dans l'épisode 5 de saison 1 de Phase B avec Olivier et Mathieu pour m'accompagner sur cet épisode. Un épisode où on va essayer de se raccrocher au thème d'Halloween. Hein, on va dire ça parce que On va s'accrocher aux fantômes. On Voilà. va voler avec eux. il y en a qui trichent, il y en a qui trichent pas, peu importe. En gros, voilà, vous aurez peut-être pas forcément que des choses qui font peur, mais en tout cas qui font penser à Halloween. Je ne sais pas ce que vous avez. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, Halloween, Vous Halloween, allez avoir Halloween. du Tim Burton dans tous les sens. Hein. Ouais, ça va peut-être passer un moment, on verra bien. Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, on va le découvrir ensemble et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec Mathieu. Tiens. Ah ouais, direct, comme ça, tu Ah, me jettes dans hop là. Ok, Tu vois super. le sparadrap, hop, d'un coup. On jette le D'accord, bébé avec j'aurais- l'eau du bain. j'aurais mieux fermer ma gueule. J'ai même pas le temps de manger mon yaourt, enfin, rire. Super. Bah, tu peux le faire en mangeant ton yaourt. Non, bah non, je suis poli, les pauvres gens. On aura des commentaires sur Twitter. Oui, bon, par contre, les bruits de bouche, s'il vous plaît, quand vous reniflez, s'il vous plaît, les bruits de clavier, voilà. Les verres de rouge qui descendent, on les entend, enfin, un truc comme Ben ça. ouais, c'est ça, la bière, machin. Là, on pourra plus dire, désolé, on n'a pas fait exprès. Si, Exactement. si, on savait ce qu'on faisait. Moi, je vais vous parler d'un film, parce que j'ai pas trouvé autre chose sur Halloween où je pouvais vraiment développer. Mais D'accord. je suis pas allé chercher, promis, ni dans du Disney, ni dans du Burton, j'ai fait un effort. Wow. Après, c'est pas très original, mais vous ne l'avez peut-être pas vu, ou je pense que beaucoup de gens le connaissent de nom, mais ne l'ont pas vu. Ouais. Je vais vous parler du Rocky Horror Picture Show. Alors, Eh ben, tu sais que j'ai hésité. alors, j'ai hésité, mais en fait, à un moment donné, je crois que tu as posté un truc sur Twitter ou Ouais. sur voilà, Ouais. et j'ai fait OK, toi, t'es grillé. Oui, bah oui, j'avais mis un gros indice, mais je pensais Avec pas que tant de gens allaient avec les retrouver. pas de danse. Avec les pas Ouais, de je pensais danse. pas que tant de gens allaient retrouver, mais j'ai eu beaucoup de messages. Ah, j'ai pas vu le message et j'ai bien. C'est dommage parce que j'ai failli prendre ça. Ouais. Bah, tant mieux parce que je suis passé avant la dernière fois. Je suis venu une fois dans Phase B, tu m'as grillé Marocco, donc Voilà. voilà. Non, mais c'est marrant, ça veut dire qu'on a des Ouais. goûts similaires. Non, En même temps, mais je pensais à un autre film, je vous en parlerai peut-être à la fin, au cas Oui. où, si vous avez vu le Rocky Horror, je vous propose un film qui est un peu similaire, voilà. Mais bon, de quoi qu'est-ce que ça cause? Alors, je le fais de tête, c'est une comédie musicale qui est sortie dans les années 70, Oui. je vais quand même sortir le Wikipédia pour pas trop dire de merde, mais Alors, tu disais, c'est pas un Disney, c'est pas un Tim Burton. il est sur Sachez- Disney+, en France. Voilà, il est sur Disney+. Bon, faut mettre... Oui, mais bon, c'est pas dans le thème Disney+, quoi. Faut avoir un Non, profil plus 18 pas ans, quand même. Vraiment pas, Après, vraiment je du pense tout. que j'ai vu le Rocky Horror Picture Show quand j'avais 12 ans et je n'ai rien compris. Enfin, j'avais bien compris que ça parlait de cul, mais voilà, j'avais pas les détails. Et je l'ai vu 3-4 fois et je l'ai revu pour le podcast et j'ai encore trouvé de nouveaux détails qui étaient en fait très très gros. Mais ça m'a bien fait rire parce que c'est quand même... À chaque fois que je le vois, je trouve que ce film est encore mieux. Ouais. Ça a été réalisé par Jim Reichman, qui a pas fait grand chose d'autre, mais de notable, je trouve. Mais voilà. Et c'est basé sur... C'est pas Jim Reichman, c'est Jim Sharman. Oui, pardon, j'ai mal lu, excuse-moi. T'as bien fait de me corriger. C'est pas du tout pareil. C'est pas pareil. Et c'est basé sur une comédie musicale qui est sortie 2 ans avant à Broadway, et ça a été refait après le film, et elle doit exister forcément encore quelque part aujourd'hui. Mais disons que cet univers est principalement connu grâce au film. Dedans, il y a quand même Tim Curry et Suzanne Sarandon, qui sont incroyables. Bon, surtout Tim Curry, qui est phénoménal. Et Mimi. Et de quoi qu'est-ce que ça cause? Ça raconte l'histoire de Brad et Janet. C'est un petit couple qui sont parfaits sous tout rapport, qui sont très très chastes parce qu'ils sont tous les deux vierges, et ils se fiancent, et puis ils vont annoncer la nouvelle à leur prof, où ils se sont rencontrés dans un petit cours de je sais plus trop quoi. Enfin, c'est juste un prétexte pour que leur voiture tombe en panne, et ils débarquent devant un grand château qui fait très peur, et ils sont accueillis par des habitants un peu bizarres, je ne vous révélerai pas qui ils sont, mais voilà, et
Ils veulent se casser, les habitants les laissent pas faire et vont les embarquer dans leur petit monde. Et concrètement, le scénario, on s'en bat les couilles parce qu'il n'a aucun sens. On passe d'une pastille à une autre sans trop de lien. C'est une parodie de films de série B et de films d'horreur des années 30 aux années 60. Et du coup, j'ai chopé quelques références les plus basiques, on va dire, genre à du Dracula, du Frankenstein, mais vous avez du James Gordon, des trucs comme ça. Mhm. Et même si c'est une parodie, c'est aussi un grand hommage parce que je trouve que le film est encore plus barré que les films qui parodient. Et c'est un film que quand on connaît pas, on se dit ça va être n'importe quoi. Et c'est le cas. Je pense que pour trouver ça normal, il faut avoir pris des substances et être parti très très loin. Mais je Ouais. pense que les scénaristes ont pris des substances et sont partis très loin. Oui, mais en fait, en revoyant le film, je développerai un peu plus après, c'est pas si con que ça en a l'air, vraiment Non, pas. ça se tient, hein. Ça se tient bien dans ce qu'il veut raconter. Donc je vais vous dire les trucs basiques que si vous connaissez le film, vous le savez, mais ça a été un énorme flop à sa sortie Oh. et ça a été ensuite diffusé dans les midnight movies, donc les séances de minuit aux États-Unis, et c'est là qu'il y a eu un phénomène qui s'est produit où toute une communauté est allée voir ce film et l'a repris. Et donc depuis la sortie du film, il n'a jamais arrêté d'être diffusé au cinéma et par exemple, même en France, à Paris, il est diffusé pratiquement, je pense, tous les mercredis au studio de Galante. Et la particularité, c'est que régulièrement, il y a des troupes de comédiens, souvent amateurs, Mais c'est qui, c'est à chaque fois, hein. ouais, c'est à chaque fois, Ouais, qui ouais, c'est à chaque fois. reprennent le film et qui rejouent des scènes. Et t'as le public qui balance du riz, Et qui j'ai- dit toutes les répliques, qui chante les chansons, etc. Moi, j'y suis allé, c'est Ouais, moi génial. aussi, c'est C'est-à-dire que incroyable. c'est Je hallucinant, pense que quoi. c'est plus appréciable si vous avez déjà vu au moins une première fois le Ouais, film. parce qu'on suit mais pas en- du tout le film. Ouais, après le film, bon, à suivre, c'est un calvaire, Mais enfin, c'est incompréhensible quand on regarde la première fois, mais quand je vous dis le scénario, on s'en fout. Et voilà. Donc c'est aussi une expérience à faire qui est ouais, ouais, vraiment sympa. vraiment, si vous êtes sur Paris ou si vous passez sur Paris, faites-le parce que c'est un délire total, quoi. Par contre, faut venir avec un petit caouet parce qu'il y a quand même de l'eau Oui, on qui est vous balance de jetée. l'eau à la Enfin, bon, gueule, enfin, c'est drôle. c'est assez drôle. Et puis, faut venir avec l'esprit ouvert aussi parce que Oui, il y a bah, déjà moyen que pour avoir le vous, film, il faut avoir l'esprit ouvert. ouais, mais il y a moyen que vous fassiez qu'il y ait une simulation de sodomie vis-à-vis de vous par les comédiens. Donc, Voilà. Mais bon, après, toutes les troupes qui jouent ce spectacle ne se valent pas, pour être honnête. Ça dépend. Il y a des comédiens qui s'éloignent un peu du film, même ils jouent le spectacle alors que le film est montré en même temps. Il y en a qui s'éloignent un peu, et je trouve que c'est appréciable parce que ça donne une autre lecture au film, des fois plus actuelle, même si c'est pas forcément nécessaire. Mais des fois, c'est très bien, parce que j'en ai vu plusieurs des représentations. Des fois, c'est moins bien, mais en tout cas, l'ambiance est toujours super bonne, et il y a des habitués qui sont là, qui viennent tout le temps, et c'est sympa. En tout cas, pour faire une critique très basique, c'est un film très feel-good, décalé, qui est haut en couleur. La définition du film, c'est camp. Alors, je crois que j'ai déjà essayé d'expliquer le camp dans le podcast, c'est compliqué. Pour faire très simple, c'est tellement too much, c'est tellement trop, c'est tellement mauvais que ça en devient bien, que Ouais. c'est assumé. Et donc le film, c'est ça, c'est n'importe quoi tout le temps, mais ça sait que c'est n'importe quoi, et c'est pour ça on rigole. Vous pouvez rigoler du film si vous voulez, mais c'est surtout on rigole avec le film. C'est pour ça que quand tu dis que c'est une parodie, enfin, et que tu dis aussi que c'est un hommage, je pense que clairement c'est plus de l'hommage que de la parodie, en Voilà, fait. c'est vraiment ce côté Vraiment. parce que c'est le décalage, on va dire que c'est la parodie, mais que Ouais. le fait que ça soit assumé, c'est de l'hommage. Ouais. Je trouve que ce film est un mélange, il procure une ambiance que tu vois à l'écran que tu ne retrouves dans aucun autre film. Je l'ai jamais vu ailleurs. Même le film dont je vais vous parler après, il s'approche vraiment pas à ce point-là, tu vois, de ce Mhm. niveau de sensation où t'es complètement perdu, tu peux être mal à l'aise à certains moments, mais en fait, si tu rentres dans le film et que tu te laisses aller, t'as une sensation de bonheur et où quand tu regardes ce film, tout est permis. Et c'est vraiment ce que ce film veut retransmettre, c'est, pour être un peu plus profond, une, une liberté, une déviance, une perversion qui n'est pas jugée,
et c'est de l'anticonformisme, tout est permis et ça questionne énormément, l'identité de genre parce que ça soit dans la pièce ou dans le film, on peut essayer d'étiqueter le genre des personnages, mais en vrai, on s'en fout parce que, c'est des personnes ils Complètement. forment dans ce château une mini société où les normes sont complètement différentes, acceptées, et vous pouvez être qui vous voulez, on s'en fout. Et c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que certes, ça part comme un scénario con où c'est un petit couple très chaste qui rentre dans un château, mais en fait, ces personnages vont être complètement transcendés en étant parmi ces personnages. Et par exemple, il y a Janet qui va perdre sa virginité, mais qui après va avoir des relations sexuelles avec plusieurs personnages en même temps, d'autres genres. Il y a le mec qui s'appelle Brad, qui a des relations homosexuelles, mais le film brille par le personnage de Frankenführer, qui est le plus connu et qui est joué par Tim Furter. Curry. Furter, oui, pardon. Je l'appelle Frank. Et il est incroyable, et quand vous le voyez apparaître dans l'écran, c'est peut-être la scène la plus connue du film, et il est magnétique sur une chanson qui s'appelle Sweet Transvestite, qui est incroyable. Et il a une tenue incroyable, une gestuelle. Il y a des gros plans où il vous regarde dans les yeux, il fait des clins d'œil et il fait l'amour à la caméra. Et enfin, il fait surtout du sale à la caméra et c'est génial. Et c'est vraiment un personnage qui vous redonne vie et qui fait du bien à voir. Il a aucune limite. Enfin, il y a des scènes où on peut se dire dans n'importe quel autre film, ça serait le plus énorme des connards. Mais lui, non, parce que il est tellement au-dessus de tout ce qu'on peut entendre que c'est jouissif à le voir. Par exemple, il y a un moment dans le film, donc il rassemble des morceaux d'un être humain, il fait son propre Frankenstein, et le Frankenstein, c'est un bodybuilder blond complètement débile, et il le dit verbalement et limpidement, je sais pas si ça se dit, mais tu es mon objet sexuel, as été conçu pour ça, baise-moi. En gros, c'est ça l'intrigue du film. Et, euh, et je sais pas, vraiment, vous voyez ce film, c'est une super expérience. Je pense qu'entre potes, c'est génial. Et je saoule mes potes pour qu'ils le regardent avec moi, ils ne l'ont pas encore fait, mais ça va arriver, ils n'auront pas le choix. Parce que c'est génial, c'est plein de bonne humeur. Ça vous questionne aussi pas mal si vous y réfléchissez après le film, au-delà de la blague. Et vous verrez pas d'autres films comme ça, je pense. Et en plus, les chansons sont géniales. Et en ayant revu le film, il y a des Elles sont chansons que top. j'avais Elles oubliées, sont notamment géniales. les chansons de la fin. Moi, Ouais. j'avais oublié la fin du film. Et la fin du film, c'est vraiment un truc tragicomique où on se dit putain, après tout ça et tout ce qu'on a vécu, ça se termine comme ça. Je suis tellement déçu. Et ça pose encore de nouvelles questions que je vais pas développer ici. Vous, vous verrez par vous-même dans le film. Mais les chansons, je les écoute en boucle depuis que j'ai 12 ans alors que je comprenais pas la moitié des trucs, quoi. Et Glee avait repris comme ils avaient refait Grease et fait West Side Story, ils Ils avaient ont refait fait, dans la saison 2 un épisode spécial Rocky Horror, et c'est ouais. comme ça que j'ai découvert Mhm. cet univers. Et après, il y a des trucs qui vont pas très bien dans cet épisode, comme d'habitude dans Glee, où il y a des trucs qui ont très mal vieilli. Et puis il y a la censure parce que bon, c'est sexué au possible, enfin tout est du cul dans ce film, et donc forcément une série pour ados sur Fox ça passait pas. Et par exemple la chanson Street Transvestite, c'est je sais plus, ils ont changé le titre, enfin les paroles sont changées souvent dans Glee, et là c'était vraiment changé au possible. Je crois que c'est je sais plus, mais vous regarderez. Mais au moins ça m'a permis de plonger dans cet univers. Et cette épisode est très très cool globalement, et les reprises sont top aussi. Donc je vous invite aussi à voir les deux. Et puis en plus de ça, dans le Rocky Horror Picture Show, il y a Meatloaf qui tient un rôle que j'adore, moi tout particulièrement, Eddie. Oui, Et parce que j'aime une très beaucoup marquante. Meatloaf, voilà, qui. Bah, Et c'est John qui est décédé. Stamos qui fait son rôle d'Angly, et il est très drôle. Voilà, et c'est très drôle. Donc voilà. Et, Très bien. et ma Oui. deuxième mini reco, c'est si vous avez vu ce film et que vous voulez en voir un autre un peu pareil, c'est pas vraiment pareil, mais je voulais parler de ce film-là avant, et puis je l'ai revu, je me dis, il y a moins de choses à dire. C'est Little Shop of Horrors, qui est une autre comédie musicale. Bah oui, mais attends, avec Rick Moranis, attends. Voilà. Rick Et Moranis et surtout Steve Martin. voilà, qui fait un guest dans le film, qui est traumatisant, hein, concrètement. C'est un dentiste. Oui, mais tes dentistes comme ça, c'est pire que dans Charlie et la chocolaterie qui m'avait trauma.
Et là, dans ce film, c'est infâme son rôle. Little Ouais, Shop of Horror, le pitch aussi est très très con. oui. C'est l'assistant d'un fleuriste qui trouve une plante qui est un peu chelou. Et en fait, il se rend compte qu'elle attire beaucoup de clients. Du coup, il la garde. Et pour la plante, elle arrête pas de mourir. Et pour qu'elle ressuscite, il faut lui donner du sang humain. Et du coup, à chaque fois, elle se met à grandir et elle se met à bouffer des gens. Ouais. C'est très très con, mais ça pose aussi des questions pas mal et les musiques sont sympas. Et surtout, le film a été réalisé par Frank Oz, qui est le collaborateur de Fred, tu sais, tu vas m'aider, du monsieur des Muppets, Jim Henson. Jim Henson. Et le film, je pense qu'il était un peu daté déjà quand il est sorti. Et ce qui fait qu'il n'a pas du tout vieilli et que les marionnettes sont top, les chansons sont top. Et Ouais, là aussi, il y a une super ambiance où tu vois que c'est du théâtre, mais ça va avec l'esprit comédie musicale complètement ouais. décalé. Ça pose des questions sur la société et en même temps, tu rigoles beaucoup tellement c'est con. Et je sais pas si je le mettrais au niveau du Rocky Horror, mais elle est Mais, moins connue, Little Shop, et elle est très sympa aussi. justement, en fait, euh, je pense que ces deux films, ouais, tu les as rapprochés, pourquoi pas. Encore une fois, comédie musicale, tout ça. C'est comédie musicale camp, quoi. Ouais, mais en gros, tu peux très bien adorer Little Shop of Horror et détester Rocky Horror Picture Show et inversement. Ouais, C'est pas gagné que ce soit l'un et l'autre. Par contre, le Little Shop of Horror, ce qu'il a pour lui, c'est un putain de casting. Parce que je dis pas que voilà, Tim Curry, Susan Sarandon, que ça, c'est pas grand chose, mais par rapport à certains autres noms, bon, t'as Steve Martin, t'as Rick Moranis, comment il s'appelle encore t'as Bill Murray, t'as aussi, c'est pas John Goodman, c'est l'autre, que j'ai confonds toujours. Mais faudrait que je regarde, attends, je regarde vite le cast. Hop. Il me le donne pas. Ouais, il me le donne plus. Mais bref, c'est moi très franchement, pour être franc, si j'aime beaucoup le Rocky Horror Picture Show, Little Shop of Horror, moi depuis, je vais pas dire tout petit, mais en fait je l'ai vu très très jeune et je pense que j'aurais pas dû, parce que c'est comme il y a John Candy, James Belushi qui sont dedans. Celui-là je le préfère. Et en plus de ça, par la suite, il y a eu un dessin animé très édulcoré, hein, mais où on avait justement ce personnage de la plante qui devait se nourrir. Bon, c'était beaucoup plus édulcoré, comme je disais, mais ah, ouais, il y a des choses de chaque côté, quoi. C'est vrai que ouais. Et sur Halloween, les deux films peuvent ouais, se les deux passent bien. Et par passent bien. contre, Little Shop of Horrors, je pense que je l'ai vu il y a très longtemps, je me rappelais pas trop. Je l'ai revu aussi, et il y a 10 ans maintenant, il y a la Director's Scott qui a été attendue depuis très longtemps, d'après Wikipédia, qui a Mm. été mis sur le Blu-ray. Et donc la version que j'ai vue, c'est cette version Director's Cut où les 20 dernières minutes sont complètement différentes. Sans vous spoiler, et je vous spoil, je m'en fous, enfin on s'en fout un peu. La version originale qui a été diffusée se termine bien, la Director's Cut se termine mal. Donc j'ai vu celle qui se termine mal, mais dans le message du film, elle est plus intéressante, je trouve. Après, elle doit être différente et très bien reçue par le public mainstream. Mais voilà, sachez-le, il y a deux versions qui existent. Si vous avez aussi envie de le redécouvrir avec une autre fin, ça peut être sympa. Ouais. Voilà, bah ok, très bien. Tu en as fait deux. Non, en général, c'est une punition pour ça, mais Bah, c'est pas ah, vraiment deux, j'ai fait peut-être 3 minutes là-dessus, ça va. ouais. Alors, Olivier, de ton côté. Oui, alors, bah, moi, en fait, le thème d'Halloween, il m'intéressait parce que j'ai beaucoup aimé les films d'horreur. Bon, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Alors, je sais pas si c'est parce que je les trouve moins bons ou si c'est parce que Parce que tu es vieux et aigri. voilà, c'est ce que j'allais dire, si c'est parce que j'ai fini par m'en lasser. Mais en tout cas, j'en ai vu beaucoup et je continue à en voir beaucoup. Et donc, j'avais l'embarras du choix concernant la thématique d'Halloween. J'avais notamment hésité à vous parler du plan séquence d'introduction d'Halloween de John Carpenter, qui est vraiment l'un des plans que je préfère dans l'histoire du cinéma. Oui. C'est un plan que je trouve jubilatoire, d'une ironie folle, qui résume parfaitement bien, je trouve, la carrière de
de celui que j'appelle le Grand John, parce que c'est un de mes réalisateurs préférés. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu appelles le petit John? Je... Ouais, Pardon? Little John, il l'appelle, mais il lui met souvent des pieds dans la gueule. Enfin, c'est Chuck Norris, Little John. Désolé. Ouais. Et en fait, moi, pour moi, les films d'horreur, j'aime bien quand ils se prennent pas trop au sérieux. Donc c'est pour ça que j'aime John Carpenter. Mais bizarrement, c'est un film plus sérieux dont je vais vous parler, mais tout aussi classique. J'ai pas cherché dans l'originalité, puisque je vais vous parler de Suspiria. Oula. C'est probablement le film d'horreur qui m'a le plus traumatisé, qui Oui, m'a le c'est plus... pas drôle. Non, c'est pas drôle du tout. C'est le film d'horreur qui m'a le plus traumatisé, qui m'a le plus impressionné, mais c'est aussi, je pense, mon film d'horreur préféré. Au niveau du scénario, pour les quelques personnes qui n'auraient pas vu Tu le parles du film... film italien ou du remake? Non, le film italien. J'ai même pas osé aller voir le remake, puisque je tiens en trop haute estime le film italien. Pour ceux qui aiment bien Suspiria, les deux sont bien. Si vous n'avez pas un culte pour l'un ou l'autre, les deux sont cool. J'ai trop de culte pour le premier, Ça se comprend. Donc, pour oser aller voir le... Suspiria de... Parce que tu as oublié de dire de qui c'était. L'original? Dario Argento. Ouais, celui que... Voilà, parce que Oui, Dario Argento. oui, de Dario Argento, ouais, j'allais y venir. Ok. Je voulais juste d'abord faire le pitch vite fait. Alors, c'est assez simple. C'est l'histoire d'une jeune américaine qui s'appelle Suzy et qui intègre un pensionnat allemand, qui est une très grande école de danse. Et en fait, elle s'aperçoit que, en plus de la difficulté de l'enseignement de la danse et de découvrir une culture qui n'est pas la sienne, en fait, il se passe des choses vraiment très, 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 très étranges dans cet établissement, et il y a quand même beaucoup trop de meurtres pour que ce soit tout à fait licite, tout ça. Donc, effectivement, c'est un film qui est réalisé par Dario Argento, qui est un réalisateur italien, et surtout qui est l'un des représentants les plus célèbres du Giallo. Le Giallo, c'est un mouvement italien en fait des années 60-70 et qui s'est terminé dans les années 80, et en fait qui regroupe des œuvres, la plupart du temps italiennes, mais pas que italiennes. Il y en a d'autres nationalités qui ont pour point commun en fait de mélanger plusieurs styles, et notamment le policier, l'horreur et l'érotisme. Et en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que giallo en italien, ça veut dire jaune. Et c'est pas... alors, en vrai, c'est un rapport en fait avec les couvertures de romans policiers en Italie qui à l'époque étaient en jaune. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça le giallo. Mais en fait, moi, je trouve que le nom de ce mouvement est intéressant, parce que ce qui m'intéresse en fait dans Suspiria, c'est que en fait, pour moi, Suspiria, ça a été un choc visuel avant tout, quoi. Ça a été parce que en fait, il y a une espèce de gestion complètement exacerbée des couleurs qui m'a totalement fasciné. En fait, il y a aucune lumière, il y a aucun éclairage qui est réaliste, et et en fait, par exemple, les couloirs de l'Incarnation rouge, la nuit, quand elle est bleue, elle est très bleue. Il y a beaucoup de vert. Le film tend au fur et à mesure que Suzy découvre les arcanes de l'internat, il tend vers le jaune. Il passe du rouge au jaune. Et en fait, mais à chaque fois de manière très vive. Et en fait, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est qu'en fait, ces couleurs très vives, elles sont utilisées comme un élément narratif qui va nous renseigner sur l'état d'esprit de Suzy, en fait, et sur sa vie aussi. Et parce qu'en fait, c'est un film où il y a relativement peu de dialogue, où les dialogues sont relativement assez insignifiants. Et en fait, c'est les températures de couleurs qui nous aident à comprendre en fait la psychologie des personnages qu'on voit à l'écran. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas cette gestion de la couleur que dans la lumière. Il y a aussi dans toute la direction artistique, avec les décors, avec les accessoires, avec les costumes. Tout ça, ça participe à un espèce de ballet coloré. Par exemple, il y a le sang qui est utilisé. Et il en faut beaucoup, parce que en fait, c'est quand même un film, c'est vraiment un film d'horreur. C'est-à-dire que c'est un truc où il y a des scarifications, il y a des meurtres,
il y a des gens qui se prennent des épingles dans les yeux. Enfin, C'est même ce qu'on appelle du body horror, hein. ouais, c'est une boucherie, quoi. Ouais. Et en fait, ce sang qui est utilisé, il est absolument pas réaliste. Il est d'un rouge vif, presque rose. C'est un sang qui est assez bizarre, même la texture est assez étrange. Et en fait, c'est fait exprès. C'est un truc totalement volontaire de la part d'Argento qui a décidé de faire ce type de sang qui s'éloigne en fait d'une forme de réalité. En fait, le film date de 77 et en 77, on savait très bien faire du sang à peu près crédible. C'est sûr que c'était pas aussi bien que maintenant, mais on voit que par exemple un an avant, en 76, il y a Carrie qui est sortie et Carrie, on se souvient tous de la scène du bal où elle se prend le seau de sang sur la tête. Et là, on Ouais. voit que le sang, le sang, il est relativement bien fait. Donc c'est pas une question de savoir-faire, c'est vraiment une question de Choix choix artistique. artistique. Mhm. Et en fait, tout ce choix artistique, en fait, il est fait pour. C'est un espèce de détournement du réel qui participe en fait à une dimension symbolique et métaphorique du film. Euh, alors, quelle dimension en fait le film prend? Bah, en fait, c'est tout simple. C'est une œuvre très stylisée, très chargée, très baroque. Et derrière tout ça, en fait, c'est un simple récit initiatique, tel qu'on a pu le voir dans des contes de Grimm, où la comparaison la plus évidente, en fait, ce serait plus Alice au pays des merveilles, qu'on pourrait appeler Alice au pays des cauchemars, hein, ici. Et parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va peu à peu perdre sa candeur, avec souffrance, malheureusement, et en se modelant un nouveau corps via la danse, via les blessures. Et donc, en fait, on est face à une espèce de représentation douloureuse du passage à l'âge adulte et à la découverte d'un autre monde qui semble, pour une fille de cet âge-là, absolument terrifiant. Ça ressemble à un monde qui veut nous aliéner, qui veut nous posséder, qui veut nous exploiter. Et en fait, elle a que deux choix. Là, en fait, elle a soit elle se met au service de ce monde, ce qui est le cas de la plupart des personnages masculins en fait du film, si on regarde bien. Et soit en fait, on en meurt. Et ce qui est le cas de la plupart des personnages féminins, puisque la plupart des victimes sont féminines. Mais parce qu'en fait, c'est des personnages qui n'acceptent pas ce sort, en fait, qui ne veulent pas faire le choix. Donc finalement, elles finissent par mourir parce que les forces sataniques qui pèsent sur ce pensionnat n'acceptent pas qu'on les qu'on qu'on leur résiste. Mhm. Donc ça, c'est un truc intéressant et du coup, ça fait un film qui moi, personnellement, m'angoisse profondément. Et en fait, pour le podcast, je me suis demandé pourquoi en fait ce film avait marché autant sur moi. Et j'ai l'impression que c'est parce qu'en fait, il fonctionne avec vraiment à les niveaux cinématographiques. Euh, il y a les couleurs qui nous plongent dans un espèce d'univers paranoïaque. Il y a le son où c'est des espèces de voix devenues de nulle part en fait qui nous encerclent et qui nous empêchent en fait de sortir du truc. Il y a la musique qui est excellente, qui fait monter une tension qui est absolument folle, qui nous fait rentrer dans ce monde irréel et qui crée une angoisse de dingue. Et en fait, ce que j'aime dans ce film d'horreur, justement, c'est tout son côté irréel. Et je pense qu'en fait, Suspiria, c'est un film qu'il faut accepter, en fait. Il faut accepter les invraisemblances visuelles, il faut accepter les invraisemblances scénaristiques. Il faut pas venir chercher du plausible ou de la cohérence là-dedans. En fait, c'est un geste totalement libre d'un réalisateur qui nous dit si vous abandonnez vos préjugés, bah moi, je vais vous prendre et je vais vous embarquer dans un monde de cauchemar dont vous ressortirez pas indemne. Et pour moi, en fait, c'est la définition même du cinéma. Il y a un côté un peu magique qui utilise des procédés artificiels et qui arrive à nous faire croire que c'est vrai.
Et donc évidemment, une personne qui est 100% rationnelle 100% du temps, et ben en fait, il va trouver que Suspiria c'est ridicule. Le film, il a ce potentiel-là en lui. Il a un potentiel ridicule qui est dingue. Mais en fait, quand on est comme moi et qu'on aime quand on me raconte des histoires, moi j'aime quand on me raconte des histoires, j'aime quand on m'emmène là où je peux découvrir des choses que je peux pas voir habituellement. Ben en fait, ça devient un film qui est absolument dingue à regarder, quoi. C'est et en fait, c'est marrant parce que je pense que le cinéma d'horreur d'aujourd'hui, qui il me semble, a une nécessité de s'inscrire dans des bases totalement ancrées dans le réel, Mmh. même si après ça part dans le fantastique et tout. Mais c'est quelque chose qu'on ne trouve plus dans le cinéma d'horreur maintenant. Et en fait, cette base de réel, moi, elle m'intéresse moins parce qu'en fait, j'ai l'impression que si on part du réel, en fait, on tourne vite en rond. J'ai l'impression on finit par avoir épuisé, depuis le temps que le cinéma existe, on finit par avoir épuisé toutes les idées. Alors que dans ce type de cinéma, à partir du moment où on accepte de rentrer dedans, en fait, tout est permis. On peut tout faire. On peut aborder des sujets qui sont vieux comme le monde, puisque je parlais d'Alice au Pays des Merveilles qui était 100 ans avant. Euh, mais on peut le faire d'une manière nouvelle et originale. Mmh. Et, et, et moi, c'est vraiment ça qui me fascine dans le film, quoi. C'est que ça m'emmène dans un monde que j'ai vu nulle part ailleurs. Et alors, c'est un film qu'il faut voir vraiment. Enfin, je vous le conseille si vous l'avez jamais vu. La première fois que vous le regardez, vous vous mettez dans le noir total. Vous le regardez après 23 heures. Avant, ça marche pas. Vous coupez votre téléphone portable. Il faut pas qu'il y ait de distraction. Il faut pas qu'il y ait de Twitter, de machin, de trucs. Et vous laissez embarquer. Vous débranchez le cerveau. Vous Et essayez vous. d'aller le voir au cinéma, sinon c'est plus simple, ça fait Ouais, moins de choses à faire. c'est ça, exactement. Alors, le mieux, c'est de le voir au cinéma. Mais même moi, imagine, à l'époque, je l'ai découvert sur VHS avec une qualité totalement pourrie. Et j'ai flippé ma mère comme pas possible. Et je m'en souviens encore. Je sais Écoute, exactement dans quelle position j'étais, dans je quelle sais, salle j'étais, dans quel truc j'étais. je pense pas que c'est à ton niveau, mais j'adore Conjuring 2, c'est très spécifique, et je l'ai vu sur un vieux RIP, sur un PC portable de merde en anglais, alors que je pitais pas un mot sur deux, avec des sous-titres en coréen et l'image floue, et ça m'a quand même terrorisé. Donc, si le film est bon, ça peut marcher. Ah bah ouais, ouais. Et alors, sur grand écran, j'ose même pas imaginer ce que ça doit donner, quoi. Parce que c'est un film que finalement, en fait, j'ai jamais vu sur grand écran. Et en tout cas, même pas sur grand écran, en fait, ça a été pour moi une expérience cinématographique en fait que j'ai pas souvent vécue. Et pourtant, Dieu sait si j'aime les films d'horreur. Globalement, ça doit se compter sur moins que les doigts d'une main. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir, même si c'est un film ultra connu. Mais bon, moi, je pense qu'on est là pour parler de nos passions et Suspiria est une de mes passions. Tu as tout à fait raison, hein, on n'est pas là pour Oui. forcément se Tout dire le on va monde aller ne l'a chercher quelque pas chose. vu. Tout le monde ne l'a pas vu, et puis c'est pourquoi aller bouder des choses que les gens connaissent alors qu'on a envie quand même d'en parler, parce que ça me fait une super transition pour le mien. Je parle d'un truc totalement populaire et basique. Ben alors, populaire, oui, mais je suis sûr et certain que finalement très peu l'ont lu. C'est Le Fantôme de l'Opéra. Ah Lu, ouais. vu, entendu. Et il est sur ma liste de livres depuis très longtemps. Voilà, donc livre de Gaston Leroux, hein, de 1910. Donc voilà, ça nous rajeunit absolument pas. On était tous Euh, pas nés pour une fois. ouais, Brian De Palma, on a fait une version ouais, Fantôme de Paradise. Phantom of the Paradise qui est excellentissime et qui Mais qui était se rapproche du Rocky Horror Picture Show dans carrément. un Je certain pense que sens. c'est Et tout la à fait. comédie musicale qui est excellentissime aussi. Oui, bien sûr. Le film est tiré de la Sur comédie scène. musicale. Ouais, ouais. Ouais. Et effectivement, les chansons sont incroyables et le film de Brian De Palma est juste dingue, quoi. C'est-à-dire que le style de Palma correspond à 100% avec Mais là, avec le style de la comédie musicale. mais on Et ça parle du fait un... livre. Oui, là on parle du livre, et ça fait un pont en plus de ça, on parle de Phantom of the Paradise, mais ça fait un pont avec l'épisode où justement Sophie nous conseillait une chanson de Daft Punk avec
l'acteur principal de Phantom of the Paradise, mais c'est pas ça le truc. Il y a eu des films, il y a eu des pièces, il y a eu plein de choses. Alors, moi, c'est aussi comment j'ai découvert ce livre-là. C'est pas par le livre directement. C'est via un point and click qui est sorti en 1993. Je vais quand même reparler du livre après, mais c'est pour vous donner un peu le truc. C'est que ce point and click là, c'était, je pense, le jeu qui m'a fait le plus peur de toute ma vie, mais réellement. Ce côté personnage du fantôme qui est constamment peut arriver à n'importe quel moment, dans n'importe quelle pièce, et quand il arrivait, c'était vraiment effrayant, et franchement, j'en ai encore des frissons maintenant, alors que c'est un jeu qui date de 93, un point and click sur PC, sur MS-DOS. Je vous laisse... Voilà, c'était très très beau, hein, parce que c'était c'est du pixel art, mais un peu digitalisé. Il y avait des voix en plus, et les voix, elles étaient flippantes. Vous pouvez voir des vidéos sur YouTube, et je pense qu'on peut même trouver le jeu dans les différents sites, comment on appelle, les abandonware, hein, donc des jeux qui n'ont plus aucune licence, et qui... Je peux pas m'empêcher de rire parce que la tête que tu vas faire, ce qui n'a rien à voir. T'es pas bon, hein. Le fond, il y avait du dépôt. Ah ouais. Oh, bref, rien à voir. Bref, ça m'a mené à m'intéresser en fait à l'histoire de ce livre qui, au départ, était proposé dans un quotidien dans les années 1909-1910, jusqu'à arriver à une des nombreuses éditions du livre, qui maintenant, je pense, en plus de ça, est dans le domaine public. Donc peut potentiellement se trouver gratuitement en e-book, de façon légale. Comme ça, vous le savez, si jamais... voilà, mais bon, je pense qu'en livre de poche, ça doit pas coûter non plus très cher, ça doit se trouver un peu partout. Et je vous le conseille largement. Et de quoi ça parle ? En fait, c'est parti d'une légende qui parlait justement d'un enfant laissé un peu orphelin par une mère qui a eu un accident justement dans un opéra où, en gros, elle a... comment dire ? Je vais pas dire qu'elle a pris feu, mais quasiment. Elle est morte de ses brûlures à cause de rampes de gaz à l'opéra, justement. Donc en 1863, et ce garçon, donc il s'appelait Ernest, s'est passionné de musique, et il a joué au piano, il a fait le conservatoire, tout ça, il se fiance avec une ballerine dont il est tombé amoureux, et il va perdre cette fiancée justement dans un incendie, l'incendie de la rue Pelletier, apparemment, qui est un incendie très très mémorable pour Paris. Et il va se réfugier dans les bas-fonds de l'Opéra Garnier, où il va continuer à créer sa composition, sa partition amoureuse sur justement cette personne qu'il a perdue. Et de là, bon, il y a eu des légendes comme quoi il hantait les couloirs de l'Opéra Garnier. Et de ça est née l'histoire du fantôme de l'opéra, où là, on n'a pas Ernest, mais on a Eric, qui, globalement, l'histoire est très très liée, mais ça commence par un opéra où un chandelier tombe à l'Opéra Garnier et tue pas mal de monde, et il y a une enquête qui va être liée à tout ça, plus aussi justement une histoire d'amour entre cet être qu'on appelle qui s'appelle le fantôme de l'opéra, qui va justement essayer de récupérer c'est comment c'était Christine, qui va essayer de la récupérer au bras justement de son amoureux, par tous les moyens possibles. Il va la kidnapper, il va essayer de lui faire comprendre qu'en fait elle doit tomber amoureuse de lui. C'est vraiment une histoire très très bizarre, pleine de fantastique et aussi de choses assez compliquées. Et Raoul, qui est donc l'amoureux de Christine, va essayer de la sauver par plusieurs façons, et va devoir en gros accéder à ce fameux fantôme via plusieurs pièges diaboliques. Mais vraiment diabolique, où globalement c'est vraiment flippant. C'est pour ça que c'est très proche du Phantom of the Paradise, hein.
le côté pulp en moins, hein, parce que là on est en 1910 quand même, c'est pas du tout la même Ah oui, époque. non, là, je pense que. Voilà. Et donc on va avoir toute cette histoire justement d'amour perdu, d'amour à conquérir, mais aussi voilà de vie presque éternelle, de tristesse infinie. Et c'est vraiment c'est un livre qui est pour moi à la fois donc c'est à la fois une enquête policière, c'est du fantastique, mais il y a aussi quelque chose de très sombre, finalement très triste dedans. Je dirais pas jusqu'à vous raconter quelle est l'histoire jusqu'au bout, parce que bon, l'intérêt c'est quand même que vous alliez le lire, parce que je pense que tout le monde connaît le nom Le Fantôme de l'Opéra, mais globalement, le pourcentage qui l'a réellement lu est quand même très très faible. Et moi, ça, je l'avais lu, je pense que je devais être... c'est quoi encore pour vous? C'est niveau lycée, je pense. Ouais, je pense qu'il y a des profs de français en collège qui doivent faire lire ça à leurs élèves, je pense. Bah, en tout cas, moi, on me l'a pas fait lire. Ça fait partie, en fait, on pouvait proposer des livres que l'on voulait justement étudier et travailler. Ouais, Et c'est moi, j'avais ça, ouais. proposé celui-là parce qu'en fait, c'est un des livres que j'aimais vraiment beaucoup. Et voilà, ça faisait partie. Je pense que ça fait partie quand même. Et moi, j'en ai entendu Ouais. parler beaucoup via des fiches de lecture en fait qu'on faisait effectivement au collège où on devait présenter devant les autres un livre Oui, mais c'est ça. qui Donc faisait partie d'une liste. et je trouve que pour l'avoir relu il y a de ça maintenant peut-être 2 ans, parce que j'avais découvert tout bêtement que sous Books sur Apple, il faisait partie des livres justement dans le domaine public. Donc je l'ai téléchargé pour le relire, voilà, et je l'ai relu et j'ai trouvé que ça n'avait. L'avantage, c'est que ça, pour moi, ça n'a pas vieilli parce que les thèmes sont encore très d'actualité, mais il y a aussi un côté historique qui est maintenant là, quoi, parce qu'on est quand même, on part à plus de 110 ans maintenant d'écart d'époque, mais tous les thèmes sont encore là, les problématiques justement de l'amour impossible, de la tristesse et justement de se sentir perdu et enfermé, d'essayer de trouver une façon de s'en sortir. Je trouve ça assez merveilleux et triste. Enfin, c'est vraiment triste comme livre. Ça, je vous le dis tout de suite. Et il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs éditions avec plus ou moins de pages, avec plus ou moins de coupures, etc. Mais voilà, c'est pas un livre très très long, c'est une 500aine de pages. Donc ça se lit quand même assez vite. Il existe en audiobook, très très bien lu aussi. Non, et puis Gaston Leroux, c'est quand même un auteur qui est réputé pour ses polars, pour ses enquêtes policières. Enfin, il a une écriture qui est qui est très populaire, qui est très ouverte et très facile. C'est ça, c'est Il l'avantage. il avait fait les Rouletabille, il avait fait le mystère de la Chambre jaune. Enfin, Ouais. c'est un peu un Agatha Christie du français, quoi. Je pense que c'est ça qui fait que ça vieillit bien, c'est que l'écriture n'est pas datée, en fait, ou pas trop datée, peut-être dans certains vocabulaires, et cetera, peut-être, mais ça se lit vraiment comme un bon polar, mais qui, moi, je sais pas pourquoi, ou c'est peut-être le lien avec le jeu, encore une fois, j'en sais rien, parce que je l'ai découvert après, me fait flipper, en fait, cette présence de ce fantôme qui est là, constamment là, vraiment comme une épée de Damoclès. C'est quelque chose qui, moi, voilà, c'est peut-être pas un truc d'horreur, mais moi, ça me fait flipper, vraiment. Et pourtant, j'aime bien. Est-ce qu'il y aurait une espèce de croyance de l'acteur qui pense que s'il loupe sa scène, c'est à cause de force. Oui, c'est ça, il y a le côté des forces, justement, enfin, des forces qu'on peut pas toucher, justement, comme ça, indescriptibles, qui, ah oui, si j'ai loupé ça, si j'ai eu cet accident-là, c'est parce qu'il y a un fantôme, qui est là pour m'empêcher de faire des choses. Il y a vraiment tout ce côté-là, ouais. Cette croyance de l'acteur, jusqu'à peut-être porter du Ah, verre, c'est de la j'en sais rien. superstition, quoi. La superstition. Mais voilà, je sais pas si Mathieu, toi, bon, tu peut-être vu, voilà, des films ou des J'ai adaptations, pas lu le livre, mais j'ai vu la version de De Palma et j'ai vu la comédie musicale sur ce. voilà. Mais Pardon. même en ayant vu tout ça, je conseille, de le lire parce que Mhm. vraiment,
C'est vraiment passionnant comme livre. Voilà, c'était mon conseil. Le fantôme de l'opéra. Donc j'espère que ça vous correspond au niveau Halloween. Moi, je me suis dit, bah... Et je vais dire juste une information Ouais, avant qu'on passe aux musiques, qui va être très très éphémère, pratiquement inutile. Mais si jamais vous nous écoutez le matin de la publication du podcast, ou alors Olivier, et si vous habitez à Paris, donc ça fait beaucoup de conditions, mais aux Écoles Cinéma Club, donc le 25 octobre 2022, à 21h30, Suspira est diffusé. tu, Voilà. tu, te rends, tu te rends compte de la Je pression que tu je mets. peux toucher peut-être deux personnes, mais si je touche deux personnes et Eh qu'une y va, oui. ça fera peut-être plaisir à une personne qui voulait le découvrir au cinéma, comme Allez-y ce Olivier qui soir, est vite, présent vite, ce vite. soir. Donc ça fait ça Oui, en c'est fait ça. déjà au moins une. C'est pas inutile, voilà. Donc voilà, donc le C'est 25 octobre, c'est un cinéma en plus très sympa. Qui a la particularité, c'est de passer tous les films Netflix sur grand écran avant que ça sorte sur Netflix. Oui, et pour avoir des places, Hmm. vous pouvez bien galérer. c'est pas rassurant par contre. Enfin, pas pour aller voir Suspira, ça devrait aller, mais bon. Ouais. Par contre, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte en préparant ici, en disant on va faire un truc un peu Halloween, c'est que la dernière fois, je vous ai parlé d'un jeu d'horreur, je me suis dit mais merde, je suis con en fait. Toi, tu fais Halloween toutes les semaines. Je suis toutes les semaines quoi. Je propose à peu près toutes les 2 semaines, soit un truc de comédie musicale, soit un truc gay, donc à partir de là, si tu veux, on aime ce Mais qu'on le aime, truc, hein. c'est qu'en fait, l'horreur, c'est vraiment pas mon genre de prédilection du tout. En général, Regarde, je le cette fuis. semaine, j'ai réussi à faire les 2 en même temps. Vachement fort, moi. Ouais, très très fort. Ah, franchement, chapeau. Mais bon, j'avais quand même une liste de choses à proposer. Je me suis dit, tiens, je vais chercher quelque chose de globalement connu dans l'inconscient collectif. Et Mais c'est voilà. c'est marrant parce que moi, en cherchant, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment qu'au niveau cinéma que je lis très peu de livres d'horreur, en fait, voire jamais, parce que j'ai essayé de lire Stephen King, j'ai pas tellement aimé, donc Bah, j'ai faut lire Running Man. j'ai pas trop lu, j'ai pas trop lu de trucs d'horreur et j'ai pas trop, ouais, non, en termes de trucs vraiment qui font flipper et tout, c'est vraiment pour moi, c'est le cinéma qui et en fait, je me dis qu'il faudrait que j'ouvre ça à d'autres arts, en fait. Pareil, Ouais. je me suis dit la même chose parce que j'avais pas mal de cinéma, de séries, mais on parle pas de séries ici. Mm, mm, Et sinon, je m'étais dit qu'en événement, j'ai pas de trucs vraiment intéressants à proposer, à mm. part la parade de Disneyland Paris, mais bon, c'est encore très spécifique. Non, Ça allait, ça allait pas où si ça allait. si vous voulez flipper, il y a dans les alentours de Nantes, il y a une soirée où en fait on lâche des mecs qui sont déguisés en zombies dans la forêt et toi tu dois t'en sortir quoi. Mais ils faisaient Et ça avant à de nuit. Disneyland, mais après ils se sont pas dit c'est pas pour les enfants. Du coup, ils Et ont arrêté, c'est trop nul. ah ouais, mais là c'est en vrai dans une forêt de nuit, Mais là tu flippes bien ta race, hein. je pense que c'est à Walibi, ici en Belgique, où ils le font encore pour le jour justement d'Halloween. En fait, tu as des trucs comme ça avec des cast members qui sont là, qui viennent t'emmerder un peu dans ce genre-là, quoi. Donc, Il y a beaucoup ça à Universal aussi, mais c'est aux ouais, bah, États-Unis. Universal, oui, effectivement. Bah, Oui, il y a une maison Universal, d'horreur, il est d'ailleurs. très bien et la maison de Laura, elle est très bien. Elle m'a bien fait flipper aussi. Et pour ceux qui veulent sur Paris, ça existe. C'est le Manoir de Paris, ça existe et Ouais. ça s'appelle. Et on en avait parlé dans un series à l'époque et on l'avait essayé. Et pareil, je vous le conseille, ça fait très flipper, même si tu sais que c'est faux. Ça peut venir de n'importe où, ça peut des murs, des trucs et tout, et de partout, tu peux te retourner tout d'un coup voir Mm. quelqu'un. Et ouais, ça fonctionne très bien. Et Mais par moi, contre, moi, c'est le genre de truc que je peux difficilement faire parce que je pense qu'un jour, je vais taper quelqu'un juste par réflexe, quoi. Donc, je pense qu'ils ont l'habitude. Mais bah justement, moi j'avais fait je sais plus comment ça s'appelle, mais le manoir hanté à Londres le même jour où j'étais allé voir le fantôme de l'opéra. Ah bah tiens. Donc c'était une journée thématique. Par contre, c'est marrant que tu cites Stephen King, parce que c'était un de mes choix. Au départ, c'était Ouais, pas un livre de Stephen King, mais c'était un livre tiré d'un livre, un film tiré d'un livre. C'était La Chambre 1408. j'ai pas vu celui-là. je l'ai pas vu. Ah bah, je sais pas si elle est encore disponible quelque part, mais
Moi, j'ai trouvé ça super flippant, mais vraiment très, très dérangeant. Je l'avais vu au cinéma, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Mais en même temps, je suis une flippette. Donc bon, voilà, après le niveau, je sais pas où ça en est, mais Chambre 1408 avec John Cusack et Samuel Jackson. Je vous conseille. Bon, on va passer aux musiques. Musique. Alors, musique, je garde la parole et j'ai été chercher un truc. Alors, c'est une chanson bien connue quand même, mais une version bien spécifique. C'est I Put a Spell on You. Oh, c'est le premier de ma Ah oui? liste, j'ai bien fait d'en choisir plusieurs. Hein. Mais la version de Creedence Clearwater Revival. I put a spell on you because you're mine. Bah oui. Parce que j'ai hésité entre ça et la version originale de Screaming Jay Hawkins. Moi, j'ai Ah hésité entre la version de Hocus Pocus et la version de Nina Simone. Ouais, Donc, bah de toute façon, c'est aucune des une deux. chanson qui a 1 milliard de versions. Oui, C'est vrai qu'elle est bien aussi, celle de Nina Simone. Elle est bien aussi, mais la version de Nina Simone, elle va rechercher le côté de base que voulait Screaming Jay Hawkins, c'est-à-dire un truc sur vraiment un amour perdu. Tandis que globalement, on lui a demandé que on lui a clairement dit ça vendra pas. Faut que tu refasses ça quelque chose. Il a fait un truc flippant, plutôt dans le genre où il a jeté un sort pour garder une personne. Donc il a vraiment renversé le truc. D'ailleurs, pour information sur cette version-là qu'on entend, que l'on connaît le plus, pour être sûr que ce soit bien flippant, que les trucs soient un peu dissonants, les producteurs de l'époque avaient amené de l'alcool et de la drogue dans le studio pour être sûr que ce soit le plus trash possible. Oui, et je pense qu'ils ont laissé très longtemps l'alcool et la drogue dans le Ah studio. oui, non, mais ouais, en 56, effectivement, voilà. Mais moi, j'étais chercher la version de 68, donc de Creedence Clearwater Revival, C'est ma parce que préférée. déjà, voilà, la voix et l'orchestration rajoute encore un côté bayou, un peu crasseux, un peu flippant, le côté justement vaudou, le côté spell où justement on jette un sort à quelqu'un. Et puis bon, voilà, c'est Creedence Clearwater Revival, donc tu la reconnais parmi 1000, mais j'ai choisi celle-là, ouais, pour le côté un peu flippant, un peu envoûtant comme ça en même temps. Mais ouais, Nina Simone, comme tu disais, elle est très très bien. Annie Lennox aussi a fait une version assez géniale aussi. celle d'Hocus Pocus est très drôle. Elle est très drôle. Oui. Ah bon, je ne la connais pas. Donc voilà, je ne la connais pas, mais j'essaierai de l'écouter. Mais c'est mon... Voilà. Globalement, je vous conseille de découvrir l'œuvre de Creedence Clearwater Revival, Ouais. c'est un excellent groupe. J'aime beaucoup. Ouais. Et donc avec, là c'était la voix de John Fogerty qui est mémorable. Enfin bref, elle me donne les poils à chaque fois cette chanson-là. Ouais. Il y en a plein comme ça, mais celle-là, c'est parfait. Mathieu. Je me suis rendu compte que je n'avais pratiquement que des musiques de films, et donc ça montre bien que l'horreur est ancrée en moi avec le cinéma et pas beaucoup d'autres supports, ce qui est dommage. Mais à part ça, donc j'avais I Put a Spell on You, mais sinon, je pense que je vais choisir The Piano Duet de Corpse Bride, donc les noces funèbres de Tim Burton, parce qu'il fallait bien qu'elle ait Tim Burton quelque part quand on fait un épisode d'Halloween, donc ça sera là. J'ai failli avec Beetlejuice. Ouais, tu vois. Mais donc The Piano Duet, c'est une des tracks de l'album de ce film, qui est aussi une comédie musicale d'un film en stop motion qui est incroyable. J'ai pris celle-là et pas une des musiques de Mr. Jack, parce que je pense que Mr. Jack est plus connu, et les musiques sont plus connues que Les Noces funèbres. Donc pour changer un peu. Et je l'écoute beaucoup en association celle-là avec la Sally Song de Mr. Jack. Mais j'avoue que celle-là, elle me fait toujours quelque chose, et c'est un peu comme une berceuse triste que j'aime bien écouter quand je suis nostalgique ou que j'ai besoin de me calmer. Et je commence toujours par ça là, et après j'enchaîne sur d'autres musiques au piano.
mais c'est toujours par celle-là que je commence et je la trouve magnifique et je pense qu'elle a été faite par Danny Elfman. Enfin, Oui, ça de me toute façon, ah oui en général, et Tim Burton, Danny Elfman n'est voilà, jamais très loin. mais n'est jamais loin et cette musique est merveilleuse, je trouve et tellement puissante et il y a des hauts, des bas et voilà et ma version préférée, c'est pas la version officielle, elle est sur YouTube, donc bon, tu es pas obligé d'aller la chercher, pour la playlist, mais c'est, Bah, pour The la playlist Piano's YouTube, Duet, oui. The Piano's Duet Tim Burton Score Bride Extended Version de la chaîne YouTube, The Wild Conductor, qui a 16 millions de vues, donc beaucoup de gens Tu me ont donneras le écouté. lien. Mais voilà, c'est un mec qui a fait cet arrangement-là que je trouve très, très bien. OK, très bien. Mais c'est marrant parce que tu as Danny Elfman, c'est vrai que c'est un truc qui moi m'est venu assez vite. Il y avait ça, il y avait, le Monsieur Jack, il y avait aussi, le groupe de Danny Elfman, Oingo Ouais, Boingo, ouais. avec, Dead Man's Party qui pour moi aurait pu très bien rentrer dedans, quoi. Mmh. Mais bon, il faut choisir. J'ai choisi Luke Perry. J'ai eu la chance de voir Danny Elfman sur scène, c'est un truc de Je dingue. t'emmerde. Le mec est juste ouf, c'est un de mes meilleurs souvenirs de concert, quoi. C'est, Ouais. le gars, il a une présence scénique qui est incroyable. C'est dinguissime si ça passe, chez vous, allez le voir, dépenser ce qu'il faut dépenser, on s'en fout, mais ça vaut le coup, hein. OK, voilà, c'est une autre recommandation. Bon, et toi, Olivier? C'est Ouais, lié. bah, moi j'ai hésité aussi à mettre This Is Halloween de Danny Elfman parce qu'en fait, ça a beau être cliché, c'est quand même une super chanson. Oui. C'est la Heu, première qui tombe sur Spotify quand tu tapes Bah, Halloween ouais, et bah, n'importe quelle playlist d'ailleurs. enfin, quand en fait, on l'a toujours, entendu et donc on finit par s'y habituer, mais en fait, Je quand sais on y même plus qui réfléchit, vient. c'est une putain de chanson, quoi. C'est génial et quand il l'interprète sur scène, c enfin vraiment on se dit: «Waouh, vraiment la chanson est excellente, elle est puissante, elle est bien», donc j'ai hésité avec ça et puis finalement et donc du coup, j'ai changé et je me suis dit: «Je vais parler de Witch Doctor», qui est d'un groupe, néerlandais qui s'appelle De Staat. Je sais pas si ça se prononce comme ça. De Heu, Start. De Staat, OK. Parce que Stadt, c'est plutôt allemand. C'est allemand, ouais, ouais, moi j'ai une base allemande. Allez. Heu, Witch doctor, a witch doctor, a witch doctor, a witch doctor. et donc en fait, c'était un peu, pour rester dans l'univers de Suspiria, puisqu'il y a witch dans le titre et donc rester dans l'univers des sorcières. Mais en fait, je triche un peu parce qu'en fait, ça parle pas vraiment de sorcières. Et du coup, c'est un titre que j'ai découvert quand son clip a fait le buzz sur internet. À l'époque, c'est un clip en fait où on voit des hommes qui sont tous identiques, qui sont faits en images de synthèse, qui sont pas forcément très très bien faits, mais on s'en fout. Et en fait, tous ces hommes, ils tournent autour du chanteur. Et en fait, ils vont de plus en plus vite au fur et à mesure du titre. Et à un moment donné, ça crée un espèce d'ouragan humain, ça devient complètement fou. Et donc c'est assez marrant à regarder, c'est très visuel, c'est un petit peu foufou et en plus il se trouve que la musique, le titre en lui-même, je l'aime beaucoup. Je trouve que la musique est très entraînante, j'aime beaucoup le phrasé un peu solennel du chanteur qui me fait penser un peu de loin à du Rammstein. Et en fait, il se trouve que j'aime beaucoup les paroles. Parce qu'en fait, ce witch doctor, qu'est-ce que c'est qu'un witch doctor? En fait, c'est une espèce de gourou, en fait, qui propose des solutions toutes faites à des problèmes complexes. Et en fait, avec cette chanson, l'auteur, il se moque de ce qu'on appelle les charlatans, Mmh. qui proposent en fait des médecines alternatives ou des solutions alternatives et foireuses pour des problèmes de maladie ou des problèmes de société ou voilà donc ils se moquent du côté commercial de ces charlatans et moi avant avant de me renseigner un peu sur ce qu'ils voulaient dire j'avais un peu cette idée justement de mec qui essaie de vendre et je pensais en fait que c'est un dealer qui essayait de vendre sa cam à un drogué
en lui disant bah ça va pas dans ta vie, bah regarde, moi je vais te fournir des substances qui vont te permettre d'aller mieux quoi. Donc je trouve le titre assez marrant et en même temps assez intelligent. J'aime beaucoup la montée en puissance qu'a le titre. C'est un titre qui me fait bouger la tête très fort. Et après, je sais pas trop dans quelle catégorie on peut classer le titre. Je suis pas très bon là-dessus. J'ai essayé de me renseigner, lire un peu des interviews du chanteur qui lui-même ne sait pas trop comment classer sa musique. Donc il dit bah moi je fais du rock énergique avec plein de références. Donc On est bien avancé, merci. voilà, je vous laisse avec ça. Mais en tout cas, moi, c'est un titre que j'aime bien, qui bouge bien. Je trouve que le clip est cool. Et voilà, je chante très fort quand j'écoute le titre et je bouge la tête. Donc forcément, j'aime bien ça, quoi. Je pense que de toute façon, le groupe en lui-même, on est sur du rock alternatif, limite punk, en fait, un peu. Ouais, il y a un côté métal malgré tout, je trouve, Ouais, ouais. dedans. Enfin, c'est... Ouais, j'ai Ça, vraiment du mal à classer le truc, quoi. c'est un peu comme il y a un groupe dans le même genre où il est assez difficile à classer, c'est Thumpasaurus, qui globalement, si tu regardes sur internet, ils vont dire que c'est un groupe de rock. Ouais, enfin, c'est un groupe de rock, mais il y a du funk, il y a plein de choses dedans. C'est un, c'est un truc difforme, mais qui te fait bouger la tête. Je pense d'ailleurs que ça te pourrait beaucoup te plaire, Ah bah ouais, je Thumpasaurus. connais pas du tout, ouais. Je vais aller écouter ça. D'ailleurs, ils ont un morceau que j'adore qui s'appelle I'm Pissed. Et le clip est absolument génial. Enfin, bref. Voilà. Mais je pense qu'ils font partie de la même famille un peu, quoi. Ouais. Il y a des groupes comme ça où, ouais, c'est parfois métal, parfois rock, parfois punk. Ouais, Bon, en on fait, met l'ambiance, quoi. moi, typiquement, c'est le genre de truc que j'aime bien parce que, en fait, de plus en plus, je suis attiré vers les chansons et vers les titres qui amènent une espèce de fusion comme ça entre plusieurs styles. De plus en plus, j'aime le mélange rock hip-hop. J'aime le mélange metal hip-hop, rock jazz. Enfin, de plus en plus, je m'oriente vers des trucs fusion, rock funk, machin et tout. Et j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de frontières dans ce qui est créé aujourd'hui. Et c'est un pan de la musique moderne que j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, le mélange des genres, c'est quand même très très sympa. Ça peut donner des choses que certaines majors n'aiment pas du tout parce que on peut pas les classer. Mais c'est ça. Ah, je peux pas les classer. Mais c'est le bon côté des plateformes en fait. C'est que du coup, ça permet quand même de découvrir Ouais. des choses qu'on pourrait pas découvrir autrement. En tout cas, plus facilement, parce qu'avant, il fallait trouver Ouais. des mixtapes, il fallait aller sur SoundCloud, il fallait aller toujours, hein, aller sur Bandcamp aussi. Hein. Bandcamp est très très bien pour ça. Mais c'est vrai que maintenant, on a de plus en plus qui arrivent sur les plateformes comme Spotify, Apple Music, Deezer, où ils arrivent plus ou moins à se faire une petite place, en tout cas dans certaines playlists, quoi. Donc c'est assez intéressant. Donc deux stats, Witch Doctor. Witch Doctor. C'est vrai que c'était un des mots-clés que tu pouvais taper pour avoir un truc Halloween, quoi. Witch Queens of New Orleans, ce genre de choses. Ah oui, il y en a plein des Witch. Ah bah Witch, ouais, voilà. Mais c'est vrai que, bon, il fallait choisir. Et elles sont déjà dans les différentes playlists, comme ça, vous le savez. Bravo. J'ai fait ça en même La temps. réactivité de ouf. Réactivité. Mais quand il n'y a que 3 chansons à ajouter, ça va. On est en direct ou quoi? De quoi? On est en direct ou quoi? Ouais, ou quoi. Mais c'est vrai que d'ici Halloween, j'aurais pu le rajouter comme Spooky Scary Skeletons, que j'adore absolument, qui est débile à souhait, mais Et j'adore là, cette c'est chanson. mon Fine Ball, mais Grimming Ghost, c'est trop bien. Bref. N'hésitez pas, parce que voilà, j'ai lancé un peu tard, c'est vrai, la demande. Mais si vous avez, vous, des morceaux typés horreur, Halloween, etc., que vous voulez citer, n'hésitez pas en réponse au tweet et au Instagram que je ferai, au post Instagram que je ferai pour la sortie de l'épisode. N'hésitez absolument pas à partager. Pourquoi pas, on pourra la rajouter par la suite.
En tout cas, merci à vous deux pour cet épisode rondement mené. Hein. Bah oui. Bah voilà, comme quoi, carré, tout ça, tout se passe bien. On Merci à vous, toi. on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un Monsieur Série and Friends un peu aux couleurs d'Halloween. Oh bah Avec, carrément. carrément. Pour le Je dirais vrai pas Halloween comment. en plus. Ouais, parce que là, on sera beaucoup plus proche. Hein, parce que je crois qu'on sera même carrément dedans pour Ouais. l'enregistrement. Ce sera le jour même de l'enregistrement. Voilà, et où on Ouais, mais va. après c'est Noël, on fait comment? On fait pas. Où on vous parlera en tout cas, au moins, globalement en équipe du pilote de The Midnight Club, série qui est arrivée sur Netflix il y a pas très, Comment très ça en longtemps. équipe? Bah, en équipe. Comment ça, en équipe? Tout le monde va regarder au moins le pilote. Ah Et bon? tu Mais vois, je l'ai déjà vu toute la série, moi. eh ben, c'est pas grave. C'est Marocco? Bah donc, t'as Eh vu le ben, tu pourras pilote. continuer. Tu pourras continuer. Bah j'ai fini. Eh ben, c'est pas grave. Comme ça, voilà, D'accord. tu pourras répondre aux questions. D'accord. En tout cas, bonne. Ouais, mais je regarderai Guillermo del Toro aussi. Je Ah bah pense. oui, le cabinet des horreurs qui arrive demain, quand on Mm. enregistre cet épisode. En tout cas, on ne pouvait pas parler de série. Stop, on n'en parle pas. C'est la semaine prochaine. Et rendez-vous dans 2 semaines pour On va phase brûler. B. On va finir en enfer. Exactement. À bientôt. Et à bientôt. Je sais plus ce que j'allais dire. Beetlejuice, Beetlejuice. Oh non! Beetlejuice. Ah, Ah il a non, dit. il l'a dit.